Une vague de fraîcheur sur Tamba. Opis. De l'eau fraîche, filtrée, purifiée et congelée. À partir de 25 francs seulement. Chers amis, on va utiliser les deux langues à la fois, n'est-ce pas, hein? Bon, donc moi je voudrais, au nom de la structure Ecopé, qui vient de naître à Tambacounda, vous exprimer toutes nos gratitudes et nos remerciements les plus honorés de votre présence si expressive et spontanée en cette journée de réflexion que nous avons l'insigne honneur d'organiser ce matin pour expliquer une certaine philosophie qui sous-tend ce projet-là. Il s'agit du Cheikh Ali Diop Ndao, qui certainement n'est pas très bien connu au Sénégal, mais qui est connu à travers le monde. Il s'est absenté pendant 20 ans pour faire le tour du monde, en visitant l'Europe, les îles, l'Amérique et l'Inde. Il a étudié pendant un certain temps, pendant ces 20 ans-là, les hommes de paix, c'est-à-dire la non-violence. Et cette expérience a été réalisée au début à Pout. Et aujourd'hui, Tambacounda a eu l'honneur et la barka d'être la première région à être visitée par ce projet qui met l'être humain, la race humaine, au centre de toute cette philosophie. Donc sans tarder, je vais d'abord présenter nos hôtes qui nous viennent des îles Maurice, de Londres, de France et j'en passe. Certains sont venus pour la première fois à Tambacounda, bien entendu, accueillis par cette chaleur. Je ne dis pas chaleur climatique, mais cette chaleur humaine. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à Cheikh Ali Ndao, qui va expliquer un peu l'itinéraire de cette pensée, sa naissance jusqu'à son arrivée ici à Tambacounda. Et ensuite, je vais passer la parole à Soraya, son épouse, qui est juriste de formation. D'abord, je pense que je vais commencer par elle. Elle va présenter d'abord la délégation, la structure, et ensuite, Cheikh Ali Ndao va faire son exposé. Et en second temps, nous allons laisser la parole, n'est-ce pas, à nos amis journalistes qui vont, n'est-ce pas, poser des questions. Soraya. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une grande joie, un grand honneur pour nous d'être ici pour le lancement de ce projet que, comme M. Kamité a expliqué, Cheikh Ali Ndao a initié. Et il est sorti de Pout, Bayouf, près de Thiès, pour venir ici à Tambacounda il y a presque juste un mois. Et dans l'espace de un mois, nous-mêmes, nous tous qui venons de l'étranger, nous avons été étonnés de l'avancée de ce projet, de la vitesse de la réalisation de ce projet. Donc, l'école Soufi internationale, comme le disait M. Kamité, c'est un peu établi partout dans le monde. Moi-même, je viens de Londres, mais originairement, je suis de l'île Maurice. Il y a les gens aussi qui sont de l'école de l'île Maurice. Nafissa, elle vient de France, elle était aussi à La Réunion. Aïcha, qui est là, vient de France, elle était à La Réunion, ensuite au Sénégal. Et il y a Salima aussi qui vient de l'île Maurice. Et il y a d'autres gens qui vont venir nous joindre au cours de la semaine de l'île de La Réunion et de Madagascar pour assister, témoigner, participer au lancement de ce grand projet qui s'appelle Opis, donc de l'eau purifiée et filtrée de qualité pour tout le monde, et en commençant à Tamba. Et voilà, donc c'est avec un grand plaisir et on vous remercie d'être ici. Et donc, comme M. Kamité disait, l'objectif de ce projet, c'est un projet où l'humain est au centre, donc pas le profit. Donc l'humain est au centre et c'est dans l'objectif de la paix et de la non-violence. Donc on pourra élaborer après, sans plus tarder. Je vais vous repasser la parole. Merci.
Merci Soraya, je pense que c'est très bien dit. Donc sans tarder, nous allons donc céder le micro au Cheikh Ali Diom Ndao, dont sa philosophie est l'être humain. Alors, Tambacounda, notre spécificité, quand on parle de Tambacounda, on pense à la chaleur. Quand il a visité Tambacounda pour 2 jours, il s'est rendu compte que tout ce qu'on fait au profit de la population, c'est de participer à diminuer cette température-là. C'est quoi? C'est d'abord de commencer par l'eau et la glace. Puisque l'être humain est au cœur et au centre de cette philosophie-là, la dimension sociale ne doit pas être négligée. Donc à partir du mois prochain, Inch'Allah, tout Tambacounda pourra disposer de la glace. Même un mendiant qui a 25 francs arrivé à écoper pourrait, n'est-ce pas, se procurer d'un sachet de glace. En attendant maintenant les autres projets qui vont suivre et qui seront toujours mis à la disposition des populations. Donc sans tarder, je vais passer la parole à Cheikh Ali Diom Ndao. Assalamu alaikum. Merci de répondre à l'appel de notre ami Souleymane Kamité. C'est une très grande joie pour moi de me retrouver parmi vous. J'ai l'habitude de jouer avec les gens, de blaguer. Et je disais que à mes amis qui viennent de l'extérieur, je les disais maintenant, je suis à Tamba et vous allez me retrouver parmi les battants. Donc, je considère les habitants de Tamba comme des battants. Et je compte dans ce combat, vous qui êtes les battants, ensemble, réaliser nos nobles intentions. Ici, non seulement pour Tamba, mais pour toute l'Afrique. Parce que dans la non-violence, on n'a qu'une seule famille qui est la famille planétaire. De telle sorte que quand on réfléchit, certes, comme on dit, il faut réfléchir, il faut agir localement, mais il faut penser globalement. Avec cette conscience de savoir que dans ce qui est local, avec le diagnostic de la non-violence, tu dois trouver la globalité dans ce qui est local. Ce qui fait que demain, à partir de l'expérience vécue dans cette localité, elle pourra devenir globale. Parce que dans ce qui est local, on a pu trouver la globalité. Donc, notre devise, c'est toujours, quand l'Afrique s'éveillera, le monde sortira de la cupidité. C'est Napoléon qui disait, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Ensuite, Alain Péref l'a repris pour effectivement en faire même un livre. Mais avec la non-violence, il n'y a pas à inquiéter les autres. Mais bien au contraire, c'est d'arriver à leur faire prendre conscience, raison pour laquelle nous disons quand l'Afrique s'éveillera, le monde n'aura pas à trembler, mais bien au contraire, sortira de la cupidité qui est la vice, la plus grande des vices, et qui plonge notre monde depuis sa formation jusqu'à l'échelle planétaire. Elle a été toujours guidée par la cupidité. Vous voyez, donc le travail de la non-violence, c'est surtout sortir les gens pour leur état d'humain, d'arriver à leur état d'être humain. Et pour cela, par la grâce d'Allah, j'étais avec un très grand maître soufi du nom de Cheikh Abdoulaye que vous avez connu. Et ensemble, pendant près de 20 ans, j'ai presque fait le tour du monde. Et dans ce tour du monde, on a essayé aussi de faire le tour de nous-mêmes. Parce que c'est Gandhi qui disait, on peut faire le tour du monde. Mais la meilleure façon de faire le tour, c'est de faire le tour de soi-même. En ce moment-là, on aura fait le tour du monde. Et par la grâce d'Allah, on a lié les deux.
Et on est arrivé en même temps à étudier. Partout où on est parti, on a trouvé que ce pays-là avait une conscience et qui a permis à ces gens-là d'aller de l'avant. Et si vous regardez l'évolution de notre monde d'aujourd'hui, elle est marquée par deux faits. Soit par les pays où il y a eu une révolution, ou les pays où il y a eu une évolution. D'ailleurs, on a fait un livre là-dessus, la non-violence avec les grands changements sociaux. Et quand vous regardez la scène internationale, eh bien, elle n'est guidée que par ces pays où il y a eu la révolution ou bien l'évolution. La révolution avec l'Union soviétique, la Chine, Cuba, l'Amérique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Parce que ces pays ont connu des guerres qui ont conduit à des révolutions. Et aujourd'hui, si vous voyez, sur le plan international, ce sont ces pays qui sont plus ou moins, qui se sont attribués le rôle de donner une direction à notre humanité. Et les pays où il y a eu une évolution, c'est le cas de l'Inde. Il n'y a pas une révolution, mais une évolution, c'est-à-dire l'évolution de la conscience. Vous avez l'Afrique du Sud, avec Nelson Mandela, vous voyez. Et de l'autre côté, il y a eu aussi la Chine qui a revêtu les deux cas, avec leurs grands penseurs tels que Lao Tse, le taoïsme, vous voyez, et les autres penseurs. Et vous verrez que dans chacune de ces figures, de ces cas de figure, la révolution, on comprend. C'est le renversement d'une situation où, dans le communisme, c'est le prolétariat qui devient la classe bourgeoise et la bourgeoisie redevient la classe d'en bas. C'est ce qui s'est passé en Union soviétique, en Chine, à Cuba. De ces pays, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a conduit à une explosion à l'échelle planétaire de la liberté des droits de l'homme. Vous voyez, il s'en est suivi d'autres révolutions telles que celle de l'Algérie et du Vietnam. À cette même période aussi, il y a eu cette évolution. Parce que vous savez qu'avec la Deuxième Guerre mondiale, le caractère civilisateur que l'Europe s'était donné a été profondément remis en cause par Hitler, qui lui-même a colonisé ceux qui se proposaient d'aller coloniser. Ce qui fait que le mythe est tombé. Et ça a poussé les autres, effectivement, aussi à réclamer leur liberté. D'où les mouvements de libération. Vous verrez qu'avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 3 grandes révolutions. La première, c'est la révolution technologique, où on pouvait se permettre, vous savez qu'avant, pour voyager, il fallait 1 mois, 2 mois, mais avec la révolution technologique, on pouvait prendre son petit déjeuner à Tokyo et venir en Amérique. Et quand on te dit, quand est-ce que tu viens d'arriver, tu dis que je suis arrivé, eh bien, j'arrive demain, à cause du décalage horaire. Il y a eu aussi l'explosion des droits de l'homme. C'est à cette période, vous savez que avant la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des pays étaient colonisés, soit par la France, soit par l'Angleterre. Et avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez vu que toute l'Asie, toute l'Afrique ont commencé à réclamer leur part de la liberté. Oui, et il s'en est suivi tous ces mouvements de libération que vous avez vus. Mais le plus important dans cette phase, c'est surtout ces pays qui sont passés par l'évolution. Vous verrez qu'avec l'évolution, je prends le cas de l'Inde, où Gandhi n'a pas procédé à renverser la vapeur. C'est-à-dire de faire que les Indiens prennent les armes
pour faire sortir, chasser les Anglais, comme le Vietnam l'a fait avec les Américains et les Français. Et quand Gandhi est venu, revenant de l'Afrique du Sud, il a fait comprendre qu'il voulait que aussi l'Inde devienne libre. Et on lui a posé la question, c'est vrai, effectivement, tous les pays réclament leur liberté. Et on lui a demandé, est-ce que tu vas mettre sur pied une armée de libération? Il a dit non. On lui a demandé, donc, quel va être tes moyens de pouvoir libérer l'Inde? Il a dit que, c'était la non-violence. On lui a dit, depuis que le monde est monde, jamais on n'a vu un pays occupé militairement et être libéré par la non-violence. C'est de l'hypothèse. Ça n'a jamais existé. Tu ne vas pas y arriver. Et il a dit, c'est mon défi. C'est très important. Retenez ce mot. C'est mon défi. Et effectivement, ça va être son défi. Et d'ailleurs, il va le relever. Et comment il va procéder? Parce que dans cette démarche de cette non-violence, il y a deux faits. Quand on prend dans le cadre de la révolution, et d'ailleurs c'est la manière de penser dans l'ordre social, c'est toujours on se prend comme victime. Et quand on se considère comme victime, il faut se trouver un oppresseur. Et quand on se trouve un oppresseur, maintenant il faut chercher du secours. On va chercher un consolateur. La preuve en est que tous ces pays qui ont été colonisés se considèrent comme des victimes, en ce sens qu'ils se considèrent comme des colonisés. Donc, voyant le colonisateur comme un oppresseur. Et il faut qu'il se trouve un consolateur. Ce qui fait que la majeure partie de ces pays, des pays tels que la France et l'Angleterre qui les avaient colonisés, ils ont trouvé en le communisme un consolateur. Et vous verrez que beaucoup de pays d'Afrique, effectivement, se sont faits communistes. Les autres qui n'ont pas fait ce chemin, ils ont su, avec le colonisateur, en tout cas, établir un rapport de bon voisinage. Vous voyez, on en revient toujours au cas de Gandhi. Quand il a dit cela, il a d'abord procédé par leur faire prendre conscience de ne point se considérer comme une victime. Oui, parce que quand il y a des défis à relever, tu ne peux pas te considérer comme une victime. Ce n'est pas possible. Vous voyez. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très fréquent. Vous verrez dans les familles où, quand il y a les quiproquos, la victime va toujours trouver qui est l'oppresseur et va se chercher un consolateur. Donc, Gandhi a voulu les sortir de ce processus, de cette relation à trois, pour qu'il en soit à une relation avec eux-mêmes. Et quand on est dans une relation avec soi-même, en fait, c'est savoir se remettre en cause. C'est Nelson Mandela qui disait que l'homme le plus mature de la société, il dit bien l'homme le plus mature de la société, c'est celui qui sait se remettre en cause. Oui. Et là, Gandhi a commencé par leur faire comprendre que vous n'êtes pas des victimes. Ne vous considérez pas comme des colonisateurs. Et là, il leur parle, leur disant que, attention, les Anglais ne vous ont pas colonisé. Mais c'est vous qui leur avez livré. Ok. D'accord, ok. Donc voilà, c'est pour expliquer en fait la non-violence. C'est surtout savoir s'exercer à l'activité de pensée. Vous voyez, et là, Gandhi leur fait comprendre que effectivement, ils n'ont pas occupé votre pays, mais c'est vous qui leur avez livré le pays. Regardez, tout ce qui existe ici, qu'il a installé, qu'il a construit, qu'il a réalisé, ce sont eux. Donc, ils ne vous ont pas colonisé. C'est vous qui leur avez livré le pays. Et là, ils comprirent. Et là, il fait sortir quelque chose de très important. La véritable connaissance, ce n'est pas l'accumulation livresque, mais de savoir ses insuffisances,
ses manquements, ses défauts. Et la véritable force, c'est de savoir comment les combler. Et là, il arriva à leur montrer, vous aussi, le travail que vous devez faire, c'est ce travail qu'ils ont fait, vous devez le faire par vous, pour vous. Et là, il commença à leur faire prendre conscience comment ils ont accaparé les biens du pays pour leur montrer, s'ils travaillent 4 heures de temps, vous devez travailler 10 heures de temps. Parce qu'en ce moment-là, le sel était commercialisé par les Anglais. Le coton, une fois cultivé, brut, s'était recueilli et envoyé en Inde, transformé, ramené, envoyé en Angleterre, transformé et ramené en Inde pour le leur vendre. Et ça, vous le connaissez mieux que moi, toute l'Afrique vit jusqu'à présent. C'est ce que Senghor disait, la détérioration des termes de l'échange. Eh bien, Gandhi va montrer que ce n'est pas la détérioration des termes de l'échange. D'abord, il leur dit que le sel que les Anglais commercialisent pour vous, c'est tout à fait normal que vous leur payez toute cette peine qu'ils se sont donnée pour le conditionner et l'amener jusqu'à vos portes pour vous le vendre. Et là, il ne s'est pas arrêté à ça. Il s'est levé de chez lui, a fait 300 km pour partir jusqu'à la mer, prendre du sel pour dire que c'est pour tout habitant de l'Inde. Et c'est là que les Indiens ont pris conscience de leur laxisme et de leur fatalisme, le fait d'avoir laissé les autres faire le travail à leur place. Et là, ils se mirent au travail jusqu'à retirer des Anglais ce trésor du pays pour eux-mêmes le commercialiser. Il en fera de même pour le coton. Au lieu qu'on exporte le coton, vous l'avez vu dans sa tenue, il va lui-même commencer à coudre les tenues du pays en leur montrant avec la roue à tisser, pour commencer à tisser par eux, pour eux. Et c'est ainsi que, et c'est ainsi qu'il y a eu plus de coton exporté, et par la même occasion, il crée des millions et des millions d'emplois dans le pays. Donc c'est un aspect très fondamental de la non-violence où l'humain est mis au centre. Et l'activité économique n'est pas véritablement l'activité économique, mais c'est un support pédagogique à l'éveil des consciences. L'activité ici, dans la non-violence, c'est un support pédagogique à l'éveil de la conscience. Est-ce que vous pouvez revenir sur le sens du projet? Oui, le sens du projet, en fait, c'est quelque chose qu'on a d'abord initié à Thiès en général, et particulièrement à Pout. Oui. Et dans ce cadre, effectivement, on en vient à la transformation, parce que vous savez que quand on regarde notre monde d'aujourd'hui, tous les pays, sans exception, ne font que de la transformation. Il n'y a aucun pays qui ne s'est pas développé si ce n'est que par la transformation. Parce qu'aucun être humain n'est en mesure de fabriquer du pétrole, de fabriquer du diamant, de fabriquer de l'or, de fabriquer les métaux précieux. Aucun. Si ce n'est que prendre de la terre tout ce dont nous avons besoin, pour transformer. Vous verrez que le portable, c'est un assemblage de produits transformés de toutes sortes. Les habits que nous portons viennent de la transformation. Les stylos viennent de la transformation. Donc tous les pays, sans exception, ne font que de la transformation. Pourquoi nos pays sont pauvres? Pourquoi? Parce que notre matière première n'est pas transformée sur place. Elle est transformée à l'extérieur et nous revient après. Et là, avec la démarche de la non-violence, vous voyez, ça procède toujours d'un diagnostic social, comme je vous l'ai montré avec Gandhi. Et quand on est venu à Pout, on a fait un diagnostic social. Et dans le diagnostic social, c'est d'abord de comprendre le problème, le pouvoir le situer, le comprendre pour pouvoir le situer, sans tomber dans le jugement. Très important, il faut comprendre le problème pour pouvoir le situer sans tomber dans le jugement. Et quand on est arrivé, on a fait un diagnostic du lieu.
Et comme je vous disais, il faut toujours agir localement, mais penser globalement. Et dans ce qui est local, il faut avoir cet aperçu de découvrir la globalité. Et quand on est venu à Pout, on a vu qu'il y avait beaucoup de propriétaires terriens aux alentours. Et c'était la période où vous voyez les pays occidentaux, l'Amérique, c'est la ruée vers l'Afrique, où c'est le seul lieu où on peut trouver des terres arables à des kilomètres de distance. Vous voyez détendu, et là vous verrez que actuellement ce qui se passe, il y a de gros unités industrielles qui viennent s'installer. Pourquoi? Parce qu'il y a la bonne terre. Et l'Amérique, l'Europe a été gousillée avec les produits chimiques. Et là, on s'est dit que, compte tenu aussi de l'évolution de l'agriculture qui n'a pas très bien marché, les paysans ont toujours tendance à vendre leurs terres pour des bouchées de pain et finir par devenir des ouvriers agricoles saisonniers. Et pour ce faire, on a eu un espace d'à peu près 10 hectares et on s'est dit qu'on va faire un travail de conscientisation des gens. C'est-à-dire, on l'a intitulé « Le retour à la terre ». Et à partir de là, on a commencé à aller dans les différents villages, discuter avec les gens, leur faire comprendre l'existence du terrain et qu'ils pourraient venir partager avec nous la terre. C'est ainsi qu'on leur a concédé des espaces où ils vont avec le procédé de retour à la terre. On ne s'est pas limité à ça, comme je vous disais, la transformation. Il y a un produit sur place qui est la mangue. Et vous verrez que sur l'ensemble du territoire, et je dirais même sur l'ensemble de l'Afrique, cette matière première alimentaire, véritablement, n'est pas traitée dans les meilleures conditions. Quand vient la période, visitez les marchés, vous verrez qu'elles sont cueillies, elles ne sont pas à point. Arrivé ici, c'est gazé, eh bien c'est vendu. Mais les gens ne se posent pas la question, est-ce que c'est comestible ou pas? On ne se pose pas la question, est-ce que c'est de la qualité ou bien des déchets? Non, c'est la mangue. Et quand tu poses la question, on te dit que bon, on n'a que ça. Vous êtes installé à Tamba, qu'est-ce qui va se faire concrètement? Ce qui va se faire concrètement, on a commencé d'abord par la transformation de l'eau. C'est-à-dire qu'ici, la grande difficulté, quand je suis arrivé, on m'a fait comprendre que la glace ici, c'est une matière première précieuse. Et on s'est dit qu'on doit donner à ce manque une réponse sociale. Faire que même le plus petit qui a 25 francs pourrait avoir de la glace. Et c'est là qu'on s'est décidé à installer pour l'instant une unité de production de glace qui va partir d'abord de l'eau filtrée et purifiée, ensuite qui va être transformée en glace et ensuite distribuée à tout le monde. Ce n'est pas seulement cela, mais il va s'en suivre après une unité de transformation de tous les fruits de la région. Et l'autre, et dans cette transformation des fruits de la région, c'est que dans la transformation, on s'est rendu qu'un produit peut produire 12 produits dérivés jusqu'à 15. Mais quand vous voyez dans la réalité, eh bien, une fois qu'on mange la mangue, c'est fini. On jette. Or que de la mangue peut dériver 12 autres produits qui vont permettre aux gens, durant toute l'année, de pouvoir manger des mangues. Est-ce que l'unité de transformation de glace a démarré? L'unité a démarré? Non, pas encore. Peut-être dans le courant de la semaine. Combien vous estimez le coût? Le coût, disons, ça revient à peu près 12 à 15 millions. 15 millions. Vous êtes venu avec vos techniciens? Voilà, pratiquement, j'ai une équipe de l'école de la non-violence où on essaie de faire prendre conscience aux gens que, avant tout, ils doivent être des travailleurs sociaux. Vous voyez, parce que il faut leur faire comprendre qu'ils ont une charge, un travail, c'est-à-dire de faire progresser leur pays. Par exemple, celui-là qui est là,
c'est lui qui s'occupe de toute l'installation frigorifique. C'est un étudiant à Polytechnique. Il va sortir l'année prochaine. Vous voyez, nous avons d'autres. Celles-là, c'est des juristes, mais elles sont beaucoup impliquées dans tout ce qui est activité d'éveil de conscience. On ne parle pas d'activité économique. Est-ce que vous avez pensé à la population, peut-être recruter des gens création de l'emploi? Voilà, c'est-à-dire avant de penser à la création de l'emploi, vous avez vu comme Gandhi a fait, il faut d'abord conscientiser les gens de l'importance de l'être dans l'activité économique. Vous voyez, et je pense que ça, tout le pays doit y réfléchir. Là où j'ai été, et avec les vacances que avec les voyages que j'ai eus à travers le monde, vous verrez que, je prends l'exemple de Gandhi. Quand il est venu et qu'il a dit que la non-violence était son outil pour faire avancer le pays, tous ceux qui voulaient participer à ce mouvement, il leur faisait comprendre que vous ne venez pas pour lui, il ne recrute pas, mais vous venez pour vous-même. Et il disait, ceux qui veulent se joindre à lui doivent d'abord apprendre à se lever tôt. C'est très important. Non seulement à se lever tôt, mais avoir des costumes sobres, avoir une nourriture frugale et surtout nettoyer les toilettes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il voulait faire comprendre que toute personne qui vient, que tu trouves que ton intérêt est en toi et non en lui. Parce qu'en cette période, la relation avec l'Angleterre faisait que les gens étaient plus portés vers, chez nous, anglais, que la nourriture du terroir même. Et ils étaient plus portés vers les habits anglais que les habits du terroir. Et vous avez vu, effectivement, c'était pour les amener à prendre conscience qu'ils devaient consommer localement d'abord. Et à partir de cette prise de conscience, eh bien, vous avez vu aujourd'hui, regardez l'art vestimentaire indien et regardez là où ça a commencé. Vous verrez tout le grand progrès qu'ils ont fait. Et si aujourd'hui, ce pays où les gens mouraient de faim, mouraient de maladie, si aujourd'hui, nous, Sénégalais, nous mangeons leur riz, nous portons leurs habits, nous bénéficions de leur technologie, eh bien, c'est un signe pour nous. Ce grand pays, ce grand pas de géant que ce pays a fait à partir tout simplement de l'éveil de la conscience. Alors, les bénéfices générés serviront à quoi? Les bénéfices générés. Oui, à financer d'autres projets. Oui, oui. Ok, le démarrage, c'est d'un coût de 15 millions. Oui, oui. Donc le démarrage est prévu pour la semaine prochaine. Oui, oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de tonnages par jour? Le nombre de tonnages par jour, peut-être que Ibrahim, c'est lui qui est l'ingénieur en chef. Oui, oui. Bon, le nombre de tonnages est estimé à 1250 à 1500 sachets de 1,5 kg par jour. 1200 à 1500 sachets de glace par jour. 1,5 kg. 1,5 kg par jour.